Bonjour, bienvenue encore une fois à ces blogs vidéo avec les candidats à la course à la chefferie pour le Parti vert du Canada. Alors, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Alors, au mois de novembre dernier, notre chef qu'on adore, Elisabeth May, a décidé, après l'élection de 2019, de laisser la place à une autre personne. Elle avait déjà dit que la campagne de 2019 allait être sa dernière campagne en tant que leader du Parti vert. Alors, on est en pleine course à la chefferie. Il y a 9 candidats qui se présentent. Alors, on fait des entrevues à peu près 20-30 minutes avec chacun des candidats. Alors, cet après-midi, parce que c'est l'après-midi ici, je fais ça de Montréal, et puis David Murner, qui va être l'interviewé cette fois-ci, nous parle de la Colombie-Britannique. Alors, je vous fais simplement quelques petites notes biographiques sur David Murner. Alors, David est un avocat de profession. Alors, il a pratiqué le droit toute sa vie, essentiellement pour des gouvernements, bon, beaucoup pour le gouvernement fédéral et après pour le bureau du procureur général de la Colombie-Britannique. En plus de ça, alors donc, il a été excessivement actif sur la médiation, sur le règlement des différends, et il se présente comme étant un avocat qui ne veut pas se battre, mais qui veut aider à rejoindre les gens. Alors, il est très actif dans le Parti vert depuis qu'il s'est joint. David était un grand militant au Parti libéral. Il a quitté le Parti libéral quand Justin Trudeau a décidé d'acheter un pipeline, le pipeline Kinder Morgan. Et depuis ce temps-là, il se présente. Il s'est présenté pour nous en 2019 dans le comté que j'ai beaucoup de misère à prononcer, Esquimalt-Saanich-Sooke. C'est bon. Alors donc, et il est arrivé deuxième. C'est un des rares candidats qui est arrivé deuxième pour nous à l'élection de 2019. Alors, sans plus tarder, je vais commencer évidemment cette conversation avec le candidat David Murner. David, tu te présentes au Parti vert à la course à la chefferie. Pourquoi est-ce que tu te présentes à la course à la chefferie du Parti vert? Ben, merci d'abord, Daniel, pour cette introduction fantastique que j'apprécie beaucoup. Et puis, j'ai plusieurs raisons. Raison numéro un, c'est que les francophones ont besoin d'un leader qui est parfaitement capable de gagner des sièges au Québec, dans l'Est de l'Ontario, au Nouveau-Brunswick. On devrait gagner 2-3 sièges au Nouveau-Brunswick. Même en Écosse, Nouvelle-Écosse plutôt, pas en Écosse, mais Nouvelle-Écosse. Saint-Boniface au Manitoba, il faut avoir un chef qui est complètement bilingue, pas un chef qui est en train d'apprendre un peu de français ici ou là. C'est essentiel. Ça, c'est une des raisons. Deuxièmement, il faut un chef qui comprend la politique du fond de son cœur. Moi, je me suis porté bénévole, comme vous disiez, au Parti libéral, au Parti vert. J'ai fait tout en politique, cogné aux portes. J'étais sur le Conseil national des libéraux fédéral et puis j'étais sur le cabinet fantôme d'Elizabeth May et de Joanne Roberts dans 2 postes. J'ai beaucoup d'expérience en politique. J'adore la politique. J'adore la politique en français. Et puis, on a besoin de quelqu'un qui peut aider le parti à devenir, franchement, beaucoup plus compétent sur le plan politique, organisationnel, message, de A à Z. Je pense que je peux faire une contribution. Je ne dis rien contre les autres candidats. On a des candidats fantastiques dans cette course. Mais je suis la personne qui est capable de transformer le Parti vert en collaboration avec les autres candidats. Il n'y a aucune personne dans la course qui est capable de faire ça. Alors, le grand défi pour le parti, évidemment, et tu le sais, tu viens de le dire, l'organisation du parti. On est un parti politique et un parti politique mesure son succès, entre autres, par le nombre de votes qu'on obtient. Beaucoup de gens disent que la taille de vote, là où on peut aller chercher le plus de votes, ce sont chez les jeunes. Si tu deviens leader du Parti vert, comment est-ce que tu vas aller chercher le vote jeune pour le Parti vert? J'adore cette question-là parce que je l'ai déjà faite. J'ai déjà le modèle. On a rassemblé 25 jeunes de l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, jusqu'en Colombie-Britannique, à travers le pays. Ils sont venus faire campagne chez nous en 2019 à Esquimalt-Saanich-Sooke. Et on a eu une campagne de tonnerre, une campagne jeunesse de tonnerre. C'était la meilleure chose qu'on a faite. Et ce qu'on a dit aux jeunes, on va vous donner un endroit où vous pouvez dormir.
on va vous donner le petit déjeuner. Vous pouvez venir au bureau de campagne et vous aurez le lunch et le souper. Et puis, faites campagne avec nous. Et après, vous allez nous enseigner sur les réseaux sociaux et tout ça, comment embarquer d'autres jeunes. Nous, on va vous enseigner sur des choses que peut-être vous ne savez pas, comment cogner à une porte, comment parler au téléphone avec quelqu'un qu'on veut recruter. Et puis, ils ont vraiment changé notre campagne. Moi, je pense, ils ont nommé le programme. On leur a dit, c'est vous qui allez être leader là-dedans. Trouvez un nom, trouvez comment vous voulez vous organiser. Ils l'ont fait. Ma fille Sarah a vraiment aidé à coordonner, 25 ans. Et puis, et ça a vraiment non seulement eu un impact, mais mon chef de campagne maintenant, jeune gars de 25 ans, mon agent officiel financier, jeune de 26 ans, vient de graduer de McMaster en Ontario. C'était des gens de ce programme-là. Et puis, ça va avoir des impacts pour des décennies au Parti vert. Si on est capable de faire ça à travers le pays entier, au Québec, en Ontario, partout, on va vraiment embarquer beaucoup plus de jeunes et changer le parti. Alors donc, on parle que le parti veut être un parti qui attire tout le monde. Oui. Il y a eu des questions, puis c'est dans l'air du temps, que le parti doit se diversifier, pas seulement au niveau des jeunes, mais au niveau des communautés culturelles, des minorités visibles, des gens de différentes couleurs, de différentes religions. Comment, David, dans ta philosophie, penses-tu, si tu deviens leader du Parti vert, de faire du Parti vert un parti plus inclusif? Je vais te raconter une petite histoire, Daniel. La question est très, très importante pour moi. Je suis un gars blanc et puis straight et tout ça. Mes filles, mes propres filles, moi j'ai 4 filles, toutes plus féministes que l'autre. Mon épouse est très féministe aussi. Et elles m'ont posé la même question. Est-ce que c'est pas le temps de laisser de la place pour les femmes, pour les personnes de communautés marginalisées qui ne sont pas embarquées en politique? Et je comprends entièrement la question. Et je pense que c'est une question très juste. Moi, ce que j'ai à offrir, c'est vrai que je suis blanc, je suis un gars, je ne peux pas changer ça. Mais j'ai énormément d'expérience en droit de la personne, en changement organisationnel. J'ai été responsable au ministère du procureur général de la Colombie-Britannique pour les droits de la personne. On a lancé une nouvelle commission des droits de la personne pour la Colombie-Britannique. J'ai travaillé beaucoup sur le changement organisationnel et c'est ça ce qu'on a besoin au sein du Parti vert. On a besoin d'un leader qui comprend comment est-ce qu'on change la culture d'une organisation. Comment est-ce qu'on ouvre les bras pour les gens qui sont sous-représentés? Et pour moi, c'est un des points que j'ai fait tantôt. Si on est capable de rassembler tous ces candidats pour le leadership, on a des gens fantastiques qui sont capables d'aller chercher des communautés, les amener chez nous. Vous savez, Wayne Gretzky, c'est un de mes héros et la raison, c'est que Wayne Gretzky, il a eu plus de passes que tous les autres joueurs ont eu passes et buts. J'adore ça. Il a toujours fait des joueurs autour de lui, de meilleurs joueurs. C'est ça ce que j'offre. Moi, je comprends le changement profond dans les organisations. Je comprends les droits de la personne. Je comprends l'inclusion. Et puis, je pense que je suis capable de réunir ces candidats au leadership et d'avoir une équipe de tonnerre. Mais, alors, oui. Juste dernier mot, excuse-moi. Ça, c'est une question qui me passionne. Mais juste pour finir rapidement, si on peut rendre plus fort ceux qui sont autour de nous et regarder Amita Kuttner, Annemie Paul, Myriam Haddad, Dimitri Laskaris, on a vraiment des gens qui peuvent aller chercher beaucoup de communautés différentes et rassemblons-nous, ouvrons notre parti, changeons la culture. Dernier point, vraiment dernier point. Oui. Surtout en termes du bilinguisme de notre parti. On n'est pas un parti bilingue actuellement, c'est un désastre. Et ça commence avec le leader, ça commence en haut. Dernier point, je sais que c'est les 3 fois maintenant, mais moi je suis un fanatique, j'aime beaucoup l'idée d'un co-leadership. C'est controversé, mais j'aime l'idée d'investir dans la diversité au plus haut rang de notre parti. Et je suis un fanatique du co-leadership. J'aimerais bien voir ça, anglophone, francophone, homme-femme. Moi, je m'en fous des détails. Et il va falloir aller chercher les détails et faire un changement constitutionnel dans notre parti. Mais je pense que ça va assurer qu'il y a une diversité
aux plus hautes instances de notre parti. Okay. Alors, on est un parti politique. Oui, je t'en prie. On est un parti politique. On aurait espéré avoir plus de députés en 2019. Le but était d'élire à peu près 12 députés pour être reconnu comme un parti officiel. Ce n'est pas arrivé. David, dis-nous, comment penses-tu que le Parti vert du Canada peut aller chercher plus de sièges lors du scrutin général prochain? Première chose, leader parfaitement bilingue, capable de gagner le débat des chefs, capable de cogner aux portes dans les 2 langues officielles, gagner des votes. C'est ça ce que j'ai fait au Nouveau-Brunswick dans même Memramcook-Tantramar, très francophone, le berceau de l'Acadie. Et puis, on a gagné par 11 voix avec Megan Mitton, notre candidat là, parce qu'on avait une équipe parfaitement bilingue. Deuxième chose, c'est l'organisation sur le terrain. En ce moment, on a à peu près 20, peut-être 25 circonscriptions qui sont organisées, même moindrement organisées. Moi, j'ai voyagé de la Colombie-Britannique jusqu'à Montréal en février-mars de cette année. C'était triste à voir. Les candidats qui me disaient, je suis arrivé comme candidat, il y avait $0 dans la banque, on avait droit bénévole. C'était impossible de vraiment monter une campagne sérieuse. J'ai commencé 2 mois avant l'élection. C'était l'été. Personne ne voulait nous entendre. Et puis, on était à la même réunion, toi et moi, Daniel, en novembre, avec les 50 candidats et puis chefs de campagne, leurs équipes. Je n'ai jamais vu un groupe de gars et de femmes tellement fâchés. Ils étaient enragés parce qu'on était incompétents sur le terrain. Les pancartes arrivaient en unilingue anglais. Les communications étaient partout. On a besoin d'un game qui est beaucoup plus fort sur le terrain. Et troisièmement, leader. Game sur le terrain. Troisième chose, c'est les messages. On a parlé d'avortement, on a parlé de racistes au Nouveau-Brunswick, on a parlé de séparatistes au Québec, on a parlé de tout sauf l'essentiel qui est le danger mortel qui fait face à la civilisation humaine. Alors, excuse-moi, je me passionne un peu ici, mais je pense que si on a un message qui est consistant, qui est crédible et que tous les candidats comprennent, on va pouvoir faire beaucoup mieux la prochaine fois. On va pouvoir gagner des sièges. Alors, la prochaine fois, qui risque d'être, des rumeurs circulent que ça va être au printemps 2021, avec ce qui se passe avec les scandales dans l'administration Trudeau, il est possible que la campagne se fasse encore dans une pandémie. Alors, d'après toi, comment est-ce qu'un parti politique est capable d'évoluer, entre autres dans une campagne électorale en pleine pandémie? Est-ce que tu as des idées sur ça? Oui, c'est par coïncidence. Moi, je suis en Alberta maintenant, je fais campagne maintenant. Et puis, on a juste commencé il y a 3 semaines à faire la face-à-face. Et puis, ça fonctionne. On a fait 5 ou 6 sur l'île de Vancouver, sur Salt Spring Island, en Colombie-Britannique. Ça se fait. Il y a beaucoup de détails à régler. Il faut qu'on soit masqué. Il faut qu'on ait les produits sanitaires pour les mains. Il faut qu'on est prêt à tout donner, garder nos distances et tout ça. Mais je pense que ça se fait. Ils le font actuellement. Il y a une élection à Singapour en ce moment. Et ça, c'est pas facile à trouver des endroits publics. Nous, on est uniquement dans les parcs publics en ce moment, jamais à l'intérieur. Alors, ça se fait maintenant. Et puis, franchement, il faut juste prendre toutes les précautions possibles. On va faire un événement ici à Edmonton. Je suis à Edmonton maintenant vendredi. Et puis, je pense que ça... Mais une chose qu'il faut dire, c'est que faire campagne sur Zoom, c'est beaucoup moins dispendieux, c'est beaucoup mieux pour l'environnement, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai fait beaucoup de routes en février et mars et je dois dire, quand la pandémie a frappé, je me sentais en vacances. On était au téléphone sur Zoom tous les jours, mais c'est beaucoup moins difficile que faire des kilomètres et des kilomètres en voiture comme on fait actuellement. Alors, moi, ça ne me dérange pas du tout faire campagne sur Zoom et par téléphone, mais je pense que la face-à-face, c'est très important aussi et il faut juste prendre les mesures qui s'imposent. C'est bien. Tu as parlé de bilinguisme. Tu dis évidemment que le leader doit être bilingue. Il y a eu beaucoup, évidemment, de plaintes, de critiques que le Parti vert du Canada est encore un parti anglo. La majorité du staff à Ottawa est anglophone. Des fois, il y a des communiqués de presse où le français est approximatif. Vu que tu es un grand défenseur, évidemment, d'un leader bilingue,
comment vas-tu changer la culture anglo du Parti vert si jamais tu es élu chef? Comme j'ai dit tantôt, j'aime beaucoup l'idée de diversité au niveau du leadership, du co-leadership, peut-être de leader. En attendant l'amendement constitutionnel que ça prend, c'est les leaders adjoints. C'est essentiel d'avoir au moins un, peut-être même deux leaders qui sont parfaitement bilingues comme leader adjoint. Je pense que ça prend un bureau à Montréal aussi. Moi, je suis un des gens qui préconise l'idée il faut avoir une présence sur le terrain à Montréal. Et moi, je pense que toutes les communications, tous les médias, les relations médiatiques et tout ça, en français, devraient se faire de Montréal, du bureau à Montréal. Même si c'est à Saint-Boniface ou au Nouveau-Brunswick, je pense qu'on devrait investir là-dedans, qu'il y ait une présence régionale entre les élections. Et pendant les élections, c'est essentiel. Je le sais comme gars de la Colombie-Britannique, je suis sûr que certain que vous êtes d'accord avec moi. Il faut des messages qui sont développés dans la région, qui connectent avec le monde sur le terrain. Et c'est une des raisons que Jenica Atwin a gagné au Nouveau-Brunswick. Elle comprenait le monde médiatique là. Elle savait ce qui allait connecter avec le monde. C'est essentiel. On ne peut pas gérer nos communications sur le terrain juste d'Ottawa. Ça ne marche pas. Et puis, je sais que vous aviez un bon plan. Vous avez embarqué Molotov pour le faire au Québec. Excellent. Mais il n'y avait pas assez d'argent. Il n'y avait pas le personnel qu'il fallait. Alors, apprenons de nos erreurs et puis ne soyons pas méchants envers l'un et l'autre. On est un petit parti qui est en train d'apprendre. Je suis certain, si je deviens leader, que moi aussi, je vais faire des erreurs. Apprenons, améliorons et puis tournons à la page pour gagner les prochaines élections et autant de sièges qu'on peut. OK. Alors, il y a 9 candidats. On ne sait pas combien de candidats vont finalement terminer la course. Ouais. Donc, il y a de la compétition, David. Oui. Alors, donc, il est possible aussi que tu ne gagnes pas. Oh, je ne pense pas. Non, vas-y, je te taquine. Okay. La question que je te pose, c'est que, advenant que tu ne gagnes pas, vas-tu continuer avec le Parti vert? Première question. Deuxième question, quel serait pour toi, sans évidemment nommer de nom de tes pas des adversaires, mais de tes co-candidats à la course à la chefferie, d'après toi, quel serait le portrait robot du parfait leader du Parti vert, advenant que ce ne soit pas toi? D'accord. Pour la première question, c'est un grand oui. Je vais certainement rester avec le parti. C'est tellement une bénédiction être avec le Parti vert. J'adore ça. Et puis, je trouve ça inspirant. Et puis, ça a été la meilleure décision de ma vie politique de quitter les libéraux et venir au vert. Alors, je suis ravi d'être ici. Deuxième question, le portrait robot. Parfaitement bilingue d'abord. On n'a pas besoin d'un leader et il y en a beaucoup qui apprennent le français ou qui bégayent un peu. Et puis, on a besoin d'un leader qui est vraiment bilingue et qui peut gagner les débats des chefs et qui peut frapper. Bon, ça, c'est un élément. Deuxièmement, je pense que c'est essentiel, surtout avec ce groupe-ci. On a un groupe incroyable, des doctorats, des docteurs, n'importe quoi. On a besoin de quelqu'un qui est assez fort pour les rassembler, quelqu'un qui a une personnalité qui une bonne écoute, c'est important. Un esprit de collaboration, c'est très important. Quelqu'un qui ne va pas énerver le monde avec des idées un peu fous ou trop radicales, etc. Ça, c'est important. Mais après tout ça, ça prend un leader qui est fort aussi, qui va dire, ça, c'est ma décision et je vais la prendre. Et puis, je suis le leader et je m'attends à ce que vous vous ralliez à moi. Après l'écoute, après la collaboration, après le travail ensemble, quand c'est la décision du leader, le leader prend la décision et il exige que les gens le suivent. Alors, on a eu ce problème-là dans la dernière campagne où on avait des candidats un peu partout parler d'avortement. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'on est le parti vraiment de choix. Et on a dû les sortir, ces candidats-là, avec raison. Mais assurons-nous qu'on a un message qui est clair, consistant, et un leader qui est clair, consistant, et aussi un message et un leader fort. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut trouver.
OK. Alors donc, disons que tu es élu au mois d'octobre. Oui. On s'attend, et on l'a vu dans tous les partis politiques, la place d'un leader, c'est à la Chambre des communes. Advenant que tu es élu au mois d'octobre, es-tu prêt à obtenir un siège le plus rapidement possible? Quitte même à te présenter dans un comté qui n'est pas, est-ce que Maud Sanetchuk, pour avoir un leader du Parti vert à la Chambre des communes? Oui, moi, ce que je vais faire, si ça arrive, je vais écouter les experts. Je vais t'écouter, toi, surtout si c'est au Québec. Moi, je t'écoute. Je vais écouter les gens, surtout les gens sur le terrain, dans la circonscription même. C'est quoi nos chances? C'est quoi les enjeux? Est-ce qu'un gars comme moi va passer ou non? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est dans la circonscription qui est plus fort que moi, même comme leader, qui pourrait gagner? Est-ce qu'il y a une vedette qu'on pourrait embarquer? Il y a toute une série de questions. C'est quoi les sondages locaux? À la fin, soyons clairs, ça va être moi qui décide parce que c'est moi qui va être le nom sur le ballot. Mais je vais beaucoup consulter, surtout avec les gens sur le terrain. Et puis, on va prendre une décision après beaucoup d'écoute. Ça va être ma décision comme leader. Et puis, franchement, je vais dire, j'adore les campagnes. Même si c'était une circonscription qui était peut-être pas gagnante, mais si on faisait une campagne de tonnerre, on aurait la chance. J'irais. Mais la question numéro un dans ces situations-là, c'est pas qu'est-ce qui va être bon pour David Murner, c'est qu'est-ce qui va être bon pour le parti. Et si ça va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et puis il y a une bonne chance qu'on ne va pas gagner, pourquoi perdre son temps? Pourquoi pas aller dans des circonscriptions comme Outremont, où on pourrait gagner, et puis passer le temps là à frapper aux portes, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu ça mon analyse. Ça va être, est-ce que c'est une bonne utilisation des ressources très limitées du Parti vert, du temps du leader? La ressource la plus importante pour tout notre parti, en passant, c'est le temps du leader. Et puis, si on va gaspiller notre temps dans une campagne perdante, dans une circonscription quelque part, pas une bonne idée. Alors, c'est un peu ça, ce serait ça mon analyse, Daniel. OK. Alors, écoute, moi, j'ai plus de questions. Merci. C'est dommage. Oui, j'ai adoré cette entrevue, Daniel, et j'apprécie beaucoup. Oui, parce qu'elle est très différente. Elle est très différente des débats, parce que c'est vraiment concentré sur la chefferie et comment gérer le parti. Oui, c'est ça. Alors, donc, merci pour ton temps. Alors, j'aimerais simplement rappeler aux vidéos téléspectateurs que l'élection du Parti vert du Canada va se faire début octobre, la première fin de semaine du mois d'octobre. Alors, pour voter, il faut être membre du parti. Alors, il faut être membre du parti au plus tard le 3 septembre. Alors, si vous n'êtes pas membre ou si votre membership a échoué, il faut redevenir membre pour être capable de voter. Je vous invite d'aller voir sur le site web du Parti vert les candidats. Je vous invite aussi à donner aux candidats. Les candidats ont besoin de vos dons parce qu'ils font campagne. David se promène à travers le pays, donc ça coûte des sous. Alors, et aussi, il faut, on a un système de nomination. Il faut qu'un candidat puisse avoir une nomination partout dans le Canada. Alors, s'il vous plaît, allez sur le site web et donnez votre nomination au candidat de votre choix. Alors, merci. Merci, David, pour merci, avoir Daniel. fait l'entrevue. Et puis, bonne chance, David. Bonne chance au parti. Et à la prochaine. J'apprécie. À la prochaine. Merci beaucoup.